Mesdames, Messieurs les présidents, mon cher Patrick, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères, Mesdames, Messieurs les adhérents, chers collègues, Mesdames, Messieurs les partenaires, mes chers amis. Le moment est venu pour moi de conclure notre convention nationale qui s'est, cette année encore, déroulée dans d'excellentes conditions. C'est toujours une joie de nous retrouver et de partager ce qui nous réunit et nous anime. Le goût d'entreprendre, la fierté de bâtir et la volonté de proposer à nos citoyens un cadre de vie toujours plus agréable et des formes d'habitat toujours plus désirables, attractives et qualitatives. Merci très sincèrement, mes chers amis, pour votre présence et votre participation. En dépit du contexte, nous enregistrons cette année une affluence record avec plus de 480 participants à notre événement. J'y vois le signe que notre union, notre pôle Habitat FFB rayonne, séduit, attire et fidélise. Merci à nos fidèles partenaires de nous avoir une fois de plus fait confiance et d'avoir participé activement aux travaux de notre journée. Permettez-moi, chers amis partenaires, de vous adresser au nom des 1100 adhérents du pôle Habitat que j'ai l'honneur de représenter, notre témoignage de reconnaissance et d'amitié pour les contributions remarquables que vous avez apportées au développement de l'innovation et du savoir-faire de nos professions. Mes remerciements vont également à l'ensemble des intervenants et particulièrement aux représentants de nos adhérents et de leurs partenaires pour avoir accepté, dans un délai très court et avant même que les textes ne soient publiés, c'est dire leur motivation et leur implication, de partager ce matin les fruits des réflexions qu'ils ont engagées pour réussir ce challenge professionnel que représente la réglementation environnementale 2020. Beaucoup de choses ont été dites tout au long de cette journée ou abordées à l'occasion de l'échange que j'ai pu avoir avec la ministre du Logement il y a quelques jours et dont vous venez de choisir et de découvrir les quelques morceaux choisis. Je vais donc m'efforcer, en cette fin de convention bien remplie, de ne pas vous assommer, mais d'évoquer, en complémentarité de l'intervention de notre président Olivier Salleron, que je remercie pour sa constante bienveillance, plusieurs sujets d'actualité. Vous le savez, nos métiers et nos activités sont sous pression. Pression économique, digitale, sociale, environnementale. Le logement neuf continue d'être de plus en plus cher. En maison individuelle, le prix moyen maison plus foncier a augmenté de près de 10% en 5 ans, en dépit des surfaces qui ne cessent de se contracter, tant pour le terrain que pour la maison elle-même. En maison individuelle groupée, la facture est encore plus salée, avec une augmentation des prix de vente de plus de 17%. Et pour les logements collectifs, avec plus 11% pour le prix au mètre carré, celui-ci n'échappe pas à cette tendance préoccupante. Les principales causes sont bien connues. La rareté et la rétention des terrains à bâtir. La fiscalité excessive pesant tant sur le foncier que sur le logement, l'empilement des règles et normes en tout genre. Et ces maux structurels s'ajoutent aujourd'hui le poids des hausses des prix du matériau de la construction, qui bousculent l'économie des projets en cours et remettent en question nombreux de ceux-ci. Le président Salleron vous a fait part des demandes de la FFB pour que nos entreprises puissent faire face à cette problématique et aux problématiques qu'elles rencontrent. Dans ce contexte incertain, nous nous devons, industriels, entreprises, maîtres d'ouvrage, de continuer d'agir solidairement pour sauvegarder nos activités et maintenir l'appareil de production. Côté réglementation, nous avons pu obtenir, notamment par l'engagement et l'implication personnelle d'Olivier Salleron, de très nombreuses avancées positives sur cette réglementation environnementale 2020. La réforme reste malgré tout considérable. Techniquement, on sait faire. Les présentations de ce matin l'ont démontré. Notre challenge consiste à réussir à répondre dès aujourd'hui à la demande des acquéreurs à des coûts compatibles avec leur pouvoir d'achat, d'autant que la fameuse courbe d'apprentissage ne jouera pas du fait du rehaussement triennal des exigences. C'est pourquoi
Nous continuons à nous battre pour un accompagnement financier des ménages, notamment les plus modestes, et un accompagnement durable de la filière en regard de la transformation profonde qu'induit l'ARE 2020 sur la manière de construire. D'autant que de nombreux signaux montrent que la machine à surenchère est proche de l'emballement. La ministre s'est montrée rassurante en ce qui concerne les perspectives du futur label ARE 2020. Mais en même temps, un rapport commandé par le gouvernement pour préfigurer un nouveau référentiel sur la qualité du logement a été versé au débat de la démarche Habiter la France de demain il y a 5 jours. Après des années d'inflation en matière de réglementation, technique et de labels en tout genre qui peinent à faire système, on peut se réjouir que l'on se préoccupe enfin de la qualité d'usage des logements. Car les professionnels que nous sommes le savent. Nos clients sont bien plus préoccupés par la surface des pièces de leur futur logement que par son niveau de CEP ou de BBO. Ce rapport tente à faire porter la responsabilité de la dégradation de la qualité des logements aux seuls investisseurs particuliers et aux seuls constructeurs et promoteurs au motif d'une constante recherche de la performance économique. On ne pouvait faire guère mieux en matière de caricature, d'autant que les acteurs craignent, on s'en serait douté, que cette situation induise un retour en force du rêve pavillonnaire. En remède, le rapport proposé fixe un critère de surface minimum par type de logement pour que les investisseurs particuliers puissent bénéficier, à l'horizon 2023, des conditions du super Pinel qui, il faut le souligner, ne sont en fait que les conditions fiscales du Pinel tel que nous connaissons aujourd'hui. Doit-on y voir une nouvelle charge pour affaiblir encore un peu plus ce dispositif qui a fait ses preuves ? On peut le craindre. Car une chose est sûre, cette mesure engendrera mécaniquement des surcoûts. Sur les autres critères, hauteur sur plafond à 2,70 m, double orientation, espace extérieur, modularité, le rapport ne propose pas moins que de généraliser ceci au travers de chartes locales, au motif que ces démarches tirent la qualité vers le haut et contribuent à réguler le marché sans pour autant menacer la production. Cela tient de la gageure que l'on sait qu'en réalité, les chartes locales qui nous sont imposées sont bien trop souvent contraignantes et exigeantes, assorties de niveaux de prix plafonnés et orphelines de contreparties à même de mieux assurer l'équilibre économique de nos opérations. Chartes locales auxquelles s'ajoutent, par ici des démarches dilatoires de préinstruction, par là des comités théodules ou encore des jurys citoyens qui statuent sur l'acceptabilité de nos projets. Tout cela est préoccupant, car nous avons bien compris que la ministre n'était pas favorable à contraindre les collectivités à plus de sobriété dans leurs propres exigences. Certes, son vœu qu'élus, professionnels de l'aménagement et de la construction engagent un dialogue à livre ouvert afin de concilier les contraintes et les attentes pourra sûrement trouver un écho positif dans certains territoires. Mais il me semble qu'il peinera à ruisseler dans d'autres. C'est pourquoi nous portons, avec la FFB, dans le cadre des travaux de la commission Rebsamen, 3 propositions concrètes dont Olivier a pu vous parler en introduction de notre après-midi. Vous le savez, le marché de la maison individuelle, porté par un désir réaffirmé des ménages de jouir d'un cadre de vie moins urbain et de bénéficier d'un accès direct à la nature, est très dynamique depuis plusieurs mois. Côté promotion immobilière et aménagement foncier, des signaux encourageants se dessinent au niveau des autorisations. Cela ne signifie pas pour autant que la crise est derrière nous. Car en regard d'une croissance démographique favorable et d'une forte réticence des Français à la densité, le ZAN, s'il est appliqué sous le strict prisme mathématique, sera porteur de risques majeurs pour la satisfaction des besoins en logement et pour nos activités. D'autant que les courants de pensée anti-construction se sont largement diffusés, tant au niveau des élus que des citoyens qu'ils représentent. Ainsi, à force d'accuser la construction neuve de bétonner et d'artificialiser l'espace, de consommer des terres agricoles et naturelles ou encore de détruire la biodiversité, en quelque sorte d'accroître le dérèglement climatique, une grue est devenue suspecte et un panneau de chantier une menace.
Pourtant, nous avons démontré depuis plusieurs années notre capacité à accompagner de nombreuses mutations de notre société et à construire plus sobre, plus performant et plus durable. Alors oui, mes amis, il faut inverser cette tendance qui conduit à ce que plus on construit vert, moins on construit. Pour cela, un des grands combats des prochains mois devra se dérouler sur le terrain des idées. Celui des freins idéologiques qui sclérosent nos activités et des logiques binaires qui opposent habitat individuel et densification, construction neuve et rénovation, au mépris des réalités territoriales et des attentes des Français. Rappelons que se loger dignement est un besoin aussi élémentaire que vital que de s'alimenter ou respirer, et réaffirmons le rôle fondamental du logement pour la cohésion sociale des territoires. En fait, tout simplement, réhabilitons l'acte de construire et l'idée selon laquelle construire pour loger est un vecteur de progrès pour notre société. Dans le même temps, mes chers amis, nous avons l'ardente obligation de poursuivre nos mutations et de réussir nos transitions. Car à l'évidence, le monde d'après ne sera pas celui d'un retour en arrière sur les questions environnementales, tant il est clair que chacun a pu prendre conscience de la réalité de la situation. Et il est certain que les usages du numérique vont continuer à transformer nos pratiques, nos entreprises et nos vies. Ensemble, avec l'aide de votre Union et avec l'appui sans faille de la Fédération française du bâtiment, anticipons, innovons et saisissons les opportunités que représentent pour nos entreprises ces évolutions profondes. Pour conclure, je veux vous redire ma fierté de présider notre Union. Une union qui accueille et qui fédère toujours plus d'entreprises. Une union plurielle qui se distingue par la complémentarité de ses métiers qu'elle représente. Une union combative qui agit pour défendre nos professions et soutenir nos activités. Et une union qui anticipe et accompagne les évolutions de notre environnement, comme en témoigne l'intégration récente dans nos statuts de ce quatrième métier prometteur qu'est celui de rénovateur global. Alors mes amis, en avant le logement, en avant le pôle habitat, merci de votre écoute.